C'est l'une des histoires qui a le plus préoccupé les francophones du Manitoba depuis quelques années. Mais lorsque le 8 février 2021, l'administration publique a recommandé la vente de l'ancien hôtel de ville et l'ancienne caserne de pompiers à l'organisme sans but lucratif Manitoba Possible pour 10 000 $, les craintes sont alors devenues bel et bien réelles. Et c'est à ce moment-là que nous est venue l'idée de faire ce reportage. Les questionnements sur notre patrimoine sont tout d'un coup devenus très concrets. Comment mieux protéger ces bâtiments qui racontent notre histoire? La ville, la province et même le fédéral font-ils assez pour entretenir le patrimoine historique? Et surtout, comment donner ou redonner envie aux gens de s'intéresser à ces édifices qui sont une partie de l'histoire du Canada? C'est donc le point de départ de notre histoire, l'affaire du carré civique. Ces 5 éléments composés de 4 bâtiments, l'ancien hôtel de ville, l'ancienne caserne des pompiers, l'ancienne station de police et les bureaux du Festival du Voyageur, auxquels on rajoute le jardin des sculptures, sont donc très importants pour la communauté francophone. Plus que de simples bâtisses en pierre et en béton, ces bâtiments sont aussi des témoins de l'histoire de l'un des quartiers francophones de Winnipeg. Philippe Mayotte, historien, nous parle de l'origine de ces bâtiments et de l'importance historique qu'ils incarnent. Entre 1890 et le commencement de la Première Guerre mondiale, le Winnipeg et ses banlieues étaient, dans un sens, la communauté qui agrandissait la plus vite en Amérique du Nord. Il y avait des milliers de personnes qui venaient dans l'Ouest. Tout passait par notre région ici. Puis la ville de Saint-Boniface partageait un petit peu de cette même sorte d'essor de Winnipeg. Le futur y était complètement ouvert. Les possibilités étaient très grandes. Pour attirer ces gens-là, une municipalité, il fallait se représenter comme être professionnel, solide, etc. Comme ça, on va construire une caserne de pompiers, puis ça va être une caserne de pompiers en briques, ça va être tout professionnel. Comme ça, on peut assurer aux gens qu'on peut les protéger contre les incendies. L'hôtel de ville, c'est un petit peu ça aussi. Il voulait construire un symbole impressionnant pour dire, écoute, là, on est sérieux, on ne construit pas pour notre population aujourd'hui, qui est peut-être de, je sais pas, 2-3 000 personnes, mais une future où on va avoir 20 000 personnes dans notre ville de Saint-Boniface, etc. Fierté, accueil, attractivité et protection, ces bâtiments étaient à l'origine très importants dans le quotidien de la ville de Saint-Boniface. Chaque nouvel arrivant passait notamment par l'hôtel de ville au 219 boulevard Provencher et offrait des possibilités d'une nouvelle vie à chaque personne. Clairement, ces édifices n'étaient pas des coquilles vides et participaient à la vie citoyenne. Mais le temps est passé par là, et un peu plus d'une 60aine d'années après la construction de ces bâtiments, la ville de Saint-Boniface et 12 autres municipalités sont amalgamés à la ville de Winnipeg en 1972. Philippe Mayotte nous donne quelques précisions sur ce moment charnière de la ville de Winnipeg. La nouvelle ville de Winnipeg continuait de servir de l'ancien hôtel de ville. Comme bureau, il y avait ce qu'ils appelaient les comités communautaires. Puis pour un bout de temps, les réunions se prenaient toute place à l'hôtel de ville. Après ça, ils ont commencé un système où un mois c'était à l'hôtel de ville à Saint-Boniface, l'autre mois c'était à l'ancien hôtel de ville de Saint-Vital, puis ils ont même commencé à Saint-Norbert, il n'y a jamais eu un hôtel de ville, mais ils ont commencé à avoir des réunions dans ce coin-là. Si, à ce moment-là, l'ancien hôtel de ville continue à garder plusieurs services municipaux, il n'est tout de même plus un passage obligé. D'autres services se créent et les gens n'ont plus à y passer. Et après être devenu ressource historique de la ville de Winnipeg, puis lieu historique national du Canada dans les années 80, l'ancien hôtel de ville, qui avait donc perdu certains services municipaux, s'est confronté au cœur du problème pour ce genre de bâtiment. Comment garder une valeur historique et culturelle importante quand dans le même temps, la raison financière pèse de plus en plus dans la balance? Comment faire comprendre aux conseillers municipaux, à la province et au fédéral qu'une politique forte en termes de protection des biens historiques est importante, voire essentielle à la construction identitaire nationale? On a posé toutes ces questions à Cindy Tugwell, directrice exécutive d'Héritage Winnipeg, qui a pour mission la restauration, la réhabilitation et la préservation des bâtiments historiques de Winnipeg. The problem is that a lot of the councillors
believe that there's an exorbitant cost with preserving heritage, and in many cases I will make a case and point that it's the neglect and lack of maintenance over decades of these buildings that has contributed to the high expense. So when you look at a building now, we should strive towards protecting everything that is heritage worthy. I don't believe the city understands what a gem they have, and the councillors themselves advocate in their own area. I know Councillor Allard has been a good champion for heritage in St. Boniface, but we need all of the councillors at City Hall, all of them to understand what it contributes to tourism and to our economy and local businesses. Voilà, le point que Cindy Tugwell aborde ici est primordial. Les bâtiments coûtent cher à entretenir, c'est vrai, mais ils coûtent encore plus cher quand ils ont été négligés depuis des années. La politique de la ville, en ce qui concerne les bâtiments historiques, est clairement remise en cause. Comment justifier le mauvais entretien de certains édifices historiques, notamment l'ancienne caserne des pompiers, au 212 rue du Moulin, complètement laissée à l'abandon depuis des années. Même le musée de la caserne, qui mettait en avant ce bâtiment, a été fermé depuis longtemps. D'ailleurs, nous avons contacté la ville pour filmer des images de la caserne, mais malgré nos nombreuses requêtes, l'accès nous a été refusé. La ville et les conseillers municipaux sont donc au cœur des débats. Mais comment travaillent-ils? Et surtout, les sujets concernant le patrimoine historique les intéressent-ils vraiment? Cindy Tugwell, qui travaille beaucoup avec la ville, nous répond. I believe that some councillors on City Hall understand, some don't at all, some don't care, and some feel that heritage preservation stifles urban development, and I believe that they absolutely don't. I think the marriage, I always say, of heritage and new development are pivotal for a city to continue to grow. Le chemin est donc encore long pour faire comprendre aux dirigeants politiques l'importance de ces bâtiments. On a justement voulu parler à l'un des acteurs principaux de ce dossier, Matt Allard. Conseiller municipal de Saint-Boniface depuis 2014, il travaille régulièrement sur ces questions. Alors, a-t-il accès à toutes les informations nécessaires? Quelles consultations fait-il avant d'avoir un avis sur un sujet? Oui, alors les consultations pour moi de mon bureau se font de plusieurs façons, en personne, par l'entremise des médias sociaux, par l'entreprise des médias traditionnels, au téléphone. Il y a plusieurs façons de communiquer avec ses électeurs et je les utilise tous. Est-ce que tu as tout le matériel pour décider, en tout cas, avoir un avis? Oui, je pense que ça fait partie du rôle, c'est de bien puiser au niveau des ressources qui sont disponibles pour finalement faire les meilleures décisions ou avoir les meilleures discussions avec les collègues qui font les décisions au niveau du conseil municipal. Il y a toujours des améliorations à faire, mais la francophonie en particulier a beaucoup d'organismes auxquels on peut puiser si on a des questions. Pas d'ambiguïté du côté du conseiller municipal, même si le sujet reste complexe. Complexe car cette affaire n'est pas seulement historique ou patrimoniale. Cindy Tugwell a déjà abordé le sujet, mais évidemment la question financière est pratiquement aussi importante que l'histoire de ces bâtiments, au point de prendre parfois même une place majoritaire. Well, we're known as a developer city. We have been for 40, 50 years. Word on the street is that we don't really have a plan. We don't really have a 20, 30, 40-year plan. We just go ad hoc. Portage Place might be a testament, although not heritage. It's a glaring testament to what do we do with it? Well, we should have never knocked down 4 blocks of beautiful heritage buildings in the 80s to build it. But it was something that we were told not to do. It was progressive in the United States to say, don't bring your shopping malls downtown because they don't work. City didn't listen. Why didn't they listen? Because they were thinking of the amounts of money that were going to come from the new development. And there was a mentality that new means more money, but at the end, we lost a lot of money. We don't know what to do with the building. And going full circle, they want the taxpayers to be on the hook for a large percentage of what possibly could go there. So my point being is I wish the biggest pitfall I think that we have right now is we have no long-term plan, so then we don't commit. And if we don't commit, we're just going to continue to make decisions on an ad hoc basis
with no real understanding or planning of how this will affect this and will affect. L'argent serait donc, comme toujours, le nerf de la guerre. Et si la cause est bonne et vaut le coup de la défendre, tout investissement est bon à prendre tant que les bâtiments historiques sont respectés, même si l'argent vient, dans le cas de l'ancien hôtel de ville, d'un organisme non francophone qui ne travaille pas dans la protection du patrimoine. Je serais prêt à travailler avec qui que ce soit pour l'hôtel de ville, pour leur aider à plus ou moins naviguer un petit peu le terrain pour être certain que l'édifice est préservé. Mais concrètement, on le comprend, il ne s'agit pas là d'une simple transaction financière. On peut difficilement envisager la préservation du patrimoine en simples règles comptables. On est après tout en face de bâtiments qui racontent plus d'un siècle d'histoire. Les voir potentiellement vendus à des intérêts non francophones réveille une vraie frayeur dans la francophonie manitobaine. Évidemment, on ne perd pas l'histoire francophone, mais pour les générations présentes et futures, c'est le risque que ces bâtiments ne soient plus accessibles ou bien détruits, entraînant une perte d'identité francophone. La question de l'éducation de ces sujets aux plus jeunes est d'ailleurs prioritaire. Vouloir que plus de gens s'impliquent et que cette histoire soit apprise dès les premières années scolaires est aussi l'un des combats de Philippe Mayotte. Mais je trouve que c'est important pour que les gens, soit en école, soit les autres, connaissent un petit peu leur histoire. Parce que sans connaître notre histoire, on s'avance en ignorance. T'sais, on s'est rendu ici comment? Avant de savoir ça, c'est difficile d'aller d'avance. Et plus largement, ce n'est pas qu'un sujet qui touche juste la communauté francophone du Manitoba. La protection de l'héritage historique et culturel interroge tous les Canadiens. Sandra Hollander, qui travaille pour l'organisme fédéral Parcs Canada, nous parle du lien qu'ont les Canadiens avec leur patrimoine et comment intéresser encore plus de gens à ces questions. So we hope through the federal government that we can help educate people to the value of heritage and the value of our historic buildings, so that when they learn more about it, they're encouraged to find out even more about it through the internet, through social media, or through actual visits to the sites, where they can be familiar with what's going on there and how these sites relate to their own past and how they should be maintained for the future. And then once they have an awareness of those sites, then we hope that they become sort of citizens that can add some protection and add some concern to help fight the cause. C'est donc clair. Le point de départ d'un bâtiment sauvé et entretenu, c'est d'en parler, de le visiter, de le faire vivre, tout simplement. Ça rejoint ce que nous disait Philippe Mayotte un peu plus tôt. Comprendre et expliquer l'histoire permet de protéger les bâtiments historiques. Mais évidemment, le simple fait de prendre des photos ou des vidéos de ces bâtiments ne fait pas tout. La politique et les lois doivent être aussi au niveau pour compléter cette protection. So the National Historic Sites that are owned by Parks Canada, we still fall within municipal and provincial laws for heritage, and also, theft and vandalism. And we also have, through the federal government, we have the Real Property Act, and then we've got the Parks Canada Act, and then of course there's Lighthouse Act. So there's different things that fall within like Crown lands, and then for other National Historic Sites. Is it enough for you? It is enough. It's just oftentimes depending on what the nature of if it's deterioration because people can't care for the sites. Oftentimes, it's a delay with trying to go through the different levels of government to get the proper enforcement. La protection du patrimoine fait donc partie d'un tout. Politique, finances, éducation sont les clés pour la défense de l'héritage. Les solutions existent, évidemment. Et il y a même de quoi être optimiste pour les bâtiments du carré civique, mais aussi pour les futurs bâtiments qui pourront peut-être connaître le même sort. And I think that each area is unique and needs its own representation. And so I would argue organizations, nonprofits like Heritage Winnipeg, it's essential that we get educated and we understand the needs, the cultural needs, the built heritage, all the social needs of every area of this city and work together. Not say, this is your problem, I don't live in that area. We want to highlight the many
assets and attributes that the Francophone community contributes to our everyday life. And that's known all over Canada, by the way, that it is Francophone Manitoba. So it is something that I think we can strive to be one of the leaders in heritage conservation in Canada. Une alliance forte de toutes les communautés est donc vitale. Et comme le dit Cindy Tugwell, Winnipeg peut être l'un des leaders canadiens en termes de conservation de l'héritage culturel et historique. Il faudra du temps, des explications, mais aussi de l'anticipation. Ne pas attendre que ces bâtiments se dégradent plus, et surtout ne pas attendre non plus qu'un accident arrive, comme lors de l'incendie de la cathédrale de Saint-Boniface en 1968. Sans comparer les deux affaires, cet accident avait éveillé les consciences et avait prouvé l'importance des bâtiments patrimoniaux. Les bâtiments historiques à Winnipeg, comme partout au Canada, méritent donc l'attention de tous et une vraie volonté politique pour assurer leur préservation.